Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette réunion d'information qui est pour les TAI et TSSR. Donc, cette réunion d'information sera présentée par moi-même, Alain Fournier, responsable pédagogique chez Bout de Formation, et par monsieur Feuzeux Enzali Gislin, qui est le gérant et formateur chez Bout de Formation. Donc, moi-même, je suis aussi formateur. Nous sommes aussi organisateurs d'examens de certification pour les titres RNCP. Vous passerez les examens dans nos locaux. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un centre de formation qui existe depuis 2018. Avant la création du centre, nous avons travaillé en entreprise et nous collaborions déjà avec d'autres centres de formation. Fort de ces expériences, on a voulu faire un cursus beaucoup plus adapté aux besoins actuels du marché et des demandeurs de formation. Notre spécialité, c'est la formation informatique. Nous avons plusieurs formations actuellement. Nous avons TAI, TSSR, nous avons AIS, DevOps, etc. Nous avons beaucoup de formations dans notre catalogue. Pourquoi cette présentation? C'est afin de vous présenter tout notre cursus pédagogique, comment on met en place nos formations, qui intervient, le planning, comment va se dérouler votre formation. Vous allez voir un peu des extraits du support, etc. En gros, vous allez vraiment avoir toutes les informations et les réponses à toutes vos interrogations avant de rentrer en formation. Donc, notre équipe, monsieur Ghislain Feuzeux-Enzali, qui est gérant et formateur. Donc, Ghislain, c'est à toi si tu es disponible. Bonjour tout le monde. Très content de voir que vous êtes toujours nombreux à nos réunions d'information, ce qui prouve que le métier reste toujours très demandé et il y a beaucoup de passionnés. Comme Alain l'a indiqué, hein, nous, on a un centre de formation assez atypique parce que nous, on se concentre vraiment sur la partie suivi et évolution du stagiaire pour que celui-ci, quand il entre en formation, il soit vraiment centré uniquement sur la formation et pas autre chose. Ce qui fait à ce qu'on a des parcours de formation qui sont assez atypiques et très, très centrés sur le métier. Donc, il y a énormément de pratiques, énormément de théories. Donc, c'est vraiment un métier où il faut être passionné pour y être. On n'est pas en études scolaires, on est vraiment dans un cadre d'apprentissage qui est directement lié à l'entreprise, directement. Quand vous êtes en formation, c'est pratiquement comme si vous étiez en train de travailler chez nous. Donc, ça demande beaucoup de passion et d'intérêt. Donc, tout le long de la présentation, on va un peu vous montrer avec Alain comment est-ce que nous, on procède dans nos formations et qu'est-ce qui fait de nous aujourd'hui un centre de formation qui a un taux de réussite vraiment très élevé avec des parcours de formation vraiment très atypiques. Merci. Donc, Alain, je te laisse continuer. Très bien, merci. Donc, le deuxième personne de l'autre équipe, c'est moi-même, Alain Fournier, donc responsable pédagogique et formateur. Et nous avons ce matin aussi une troisième personne qui est Keshne Bontoa. Donc c'est notre responsable administratif commercial et c'est aussi notre référente handicap. Donc, bien sûr, hein, si les personnes ont des handicaps, vous pouvez très bien suivre les formations et avoir ce métier et vraiment pratiquer ce métier. Keshne, est-ce que tu peux intervenir ou pas pour te présenter? Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai juste un petit problème avec ma caméra et mon micro. J'espère que vous m'entendez tous. Oui. Oui, je suis Madame Bantoa Keshni. Pour certains, on s'est déjà eu au téléphone pour analyser un petit peu votre projet de formation. Voilà, c'est moi qui suis votre dossier du début jusqu'à la fin de votre période de formation, y compris pendant la période de stage et la période d'examen. Si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas à revenir vers moi par téléphone ou par mail pour qu'on puisse faire le point ensemble et trouver des solutions si besoin. Voilà. Merci Keshne. Donc je vais continuer. Donc
Je vais vous présenter le petit plan de formation. Donc, on va parler des classes virtuelles parce qu'on fait les deux cursus, soit en classe virtuelle, soit en présentiel. Donc, pour certaines personnes, les classes virtuelles, des fois, vous êtes un petit peu dubitatif sur cette méthode de formation, mais je vous rassure, ça fonctionne très bien. Donc, je vous expliquerai un petit peu les classes virtuelles. Je ferai un descriptif sur les formations, donc TAI, technicien d'assistance informatique, avec le référentiel et les débouchés et les salaires. Pour le TSSR, donc technicien supérieur système et réseau. Voilà les types de profils, les conditions, les prérequis d'admission, les types de formations similaires, le déroulé de la formation. On vous a expliqué comment se déroulera votre formation, la réglementation et on finira par les process. Et bien sûr, à la fin, on répondra à vos questions si vous en avez. Donc, en classe virtuelle. Donc, une classe virtuelle, c'est comme on est là actuellement, c'est à travers un Zoom. Donc, ça se passe à travers un Zoom. Et donc, l'avantage d'une classe virtuelle, c'est que vous allez pouvoir choisir l'emplacement de votre travail. Contrairement à une salle de classe en physique, où il y a des chaises, c'est pas toujours confortable, pas toujours les espaces, etc. Là, vous pouvez choisir vraiment votre confort, hein. Si vous souhaitez travailler dans un transat, vous pouvez, mais enfin en même temps, ça ne fait pas très professionnel. Après, l'autre avantage d'être en classe virtuelle, c'est qu'on va éviter tous les transports le matin, les problèmes de grève, les problèmes de transport, etc. Donc en gros, on va gagner du temps dans notre journée. Donc tous les jours, les classes, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel, c'est-à-dire soit en classe virtuelle, soit en présentiel dans notre centre à ici les Moulineaux, les cours sont toujours de 9h à 17h, du lundi au vendredi. Donc vous avez 35 heures par semaine de présence. Pendant cette période, vous serez accompagné, bien sûr, d'un formateur qui sera là. Donc je vais continuer sur les classes virtuelles. Donc ça, c'était les principaux avantages. Les inconvénients, c'est le risque de perte de concentration, parce que pour certaines personnes, on est chez soi, donc on peut avoir les petits bruits environnants le mercredi, les enfants ou pendant les vacances scolaires. Donc il faut vraiment rester attentif, essayer de se trouver un lieu pour s'isoler, pour pas être perturbé par tous les bruits environnants et pour pas perturber la classe. Parce que bien sûr, vous serez en formation, mais chez vous, il y a les personnes qui seront derrière vous et qui continueront à vivre, par contre. Donc c'est pour ça, il faut attention à ne pas se laisser perturber par tout ce qui est extérieur quand vous êtes en formation, hein, quand vous êtes en classe virtuelle, c'est comme si vous étiez dans une vraie classe, hein. Ça se déroule exactement pareil. Donc, pendant la classe virtuelle, bien sûr, il faudra éviter les bruits parasites, c'est-à-dire d'avoir derrière de la musique ou de la télé. Alors, vous pouvez, mais pour ça, il faut couper le micro et éviter d'avoir tout ce bruit quand vous voudriez parler, parce qu'effectivement, vous viendrez perturber tous les autres qui seront en train de travailler. Ils n'aiment pas obligatoirement votre style musical, et si c'est pour entendre les infos BFM News en continu, c'est pas le but non plus. Donc pour éviter qu'il y ait trop de bruit, que ça soit en désordre, bien sûr, il faudra lever la main pour demander la parole au formateur quand vous aurez des questions ou des bugs, puisque le formateur va être là pour vous expliquer euh, toute la partie théorique et sera là aussi pour vous aider pendant votre pratique si vous rencontrez des difficultés. Donc bien sûr, vous avez un formateur pendant toute votre présence en formation, donc de 9h à 17h. Donc les moyens pédagogiques. Donc j'ai beaucoup parlé pour les classes virtuelles, mais c'est exactement la même chose pour les classes en présentiel. La différence, c'est qu'il n'y a pas Zoom en présentiel, c'est dans les locaux. Mais autrement, le reste est exactement la même chose. Donc pour les moyens pédagogiques, donc pour les classes virtuelles, on a le Zoom. Donc là, lui, qui nous permet de communiquer, d'échanger, de pouvoir vous débugger, puisque vous pourrez, comme moi, là, partager votre écran sur lequel on pourra voir, et certaines fois, votre bug que vous rencontrez, votre petite difficulté de pratique, ça va aider aussi d'autres personnes. C'est aussi un des avantages sur les classes virtuelles, c'est qu'on peut partager un écran et tout le monde peut le voir, donc ça peut aider plein de personnes, alors qu'en classe en présentiel,
La petite différence, c'est que on est obligé d'intervenir chacun, enfin le formateur est obligé de passer derrière chacun, puisque le plus souvent c'est par un rétroprojecteur qu'on diffuse le cours, et on ne peut pas brancher le rétroprojecteur à chaque ordinateur. C'est pas possible, c'est trop complexe à le faire. Oui, monsieur Léo Gervais. Oui, merci. J'ai vu au tout début que vous proposiez la formation TAI et la formation TSSR. Euh, Moi, j'avais entendu parler d'une formation administrateur système DevOps. Oui, alors c'est pas cette réunion d'information, on l'a fait à 16 heures. Ah, c'est à 16 heures. Ouais. Donc, D'accord. oui, parce qu'on a là aujourd'hui, on a 4 réunions d'information, une pour les TAI TSSR, une pour les FPA, une pour les AIS et pour les DevOps, c'est à 16 heures. C'est sur la même salle, mais c'est à 16 heures. D'accord, parce que moi, quand j'ai demandé justement un lien pour la réunion d'information, on m'a dit directement de 10 heures à midi. Enfin, Oui, ça s'est fait automatiquement. c'est une erreur de notre part, hein, parce que là, c'est vraiment parce que le cursus, quand je vais détailler le cursus justement de formation, il va être différent pour les DevOps. C'est pour ça que je vous invite à revenir à 16 heures si c'est pour DevOps. Et encore désolé Le de problème, c'est cette... que je travaille. Ah, alors on pourra vous envoyer le replay, hein. C'est pas un problème puisqu'on va enregistrer, il y aura le replay. Donc tout le début sera exactement le même, c'est juste le plan de formation et ce qui va se passer qui sera un petit peu différent, mais autrement tout le cursus va être le même. Donc D'accord. soit vous Et bah, restez, vous voyez le reste, et de toute façon on vous enverra le lien avec du replay pour que vous puissiez avoir la réunion d'information. Et je vous invite, hein, si vous avez des questions, à bien sûr nous les envoyer par mail, il n'y a pas de souci, ou par téléphone, vous très, aurez des questions et puis on vous répondra à vos questions. très bien. Bah, je veux bien le replay. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci, c'est noté, on va vous l'envoyer. Tu notes bien, Très bien, Kachal, merci. à monsieur Léo Gervais d'envoyer le replay du DevOps. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Donc, euh, nous allons bien sûr, donc le Zoom que je vous disais pour communiquer, interagir, etc. Nous allons utiliser, alors chez nous, en pratique, vous allez utiliser des serveurs, des machines Linux, des machines Windows, des pare-feux, etc. Donc tout ce matériel-là, vous ne l'aurez pas physiquement chez vous. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un outil de virtualisation qui s'appelle Workstation, qui va nous permettre de créer plein de machines virtuelles, donc qui va être comme des vrais ordinateurs et on va pouvoir interagir comme sur des vrais ordinateurs. On fait exactement la même chose que si on le faisait en physique. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a beaucoup de machines virtuelles dans le monde, vous vous en rendez pas compte, il y a même des serveurs, c'est que des machines virtuelles, ce n'est pas obligatoirement des machines physiques. Donc ça utilise des logiciels genre Workstation, donc c'est ce qui nous permettra de pouvoir installer des serveurs, de les configurer, de pouvoir les paramétrer et surtout si jamais on fait une bêtise, c'est pas grave, c'est juste une machine virtuelle, donc ça n'aura aucune incidence sur votre ordinateur puisque ça sera un logiciel, donc tout ce que vous ferez sur les machines virtuelles n'aura aucune incidence sur votre ordinateur physique. Donc ça, c'est pour tout ce qui est machine virtuelle, enfin tout ce qui est serveur et PC, donc ce qu'on touche, hein, les ordinateurs qu'on peut toucher, qu'on retrouve dans les entreprises. Dans les entreprises aussi, on va retrouver ce qu'on appelle des équipements réseau, donc qui vont être par exemple un peu comme votre box, donc des routeurs, ça peut être des switches, ça peut être des hubs. Donc, tous ces éléments-là, vous inquiétez pas, on en reparlera. Et pour simuler et configurer ces équipements, et pour simuler des configurations réseau, on utilisera un logiciel qui est Cisco Packet Tracer. Donc vous inquiétez pas, tous ces logiciels-là, pendant la formation, on vous les fera installer, on vous enverra les documents, les supports éventuellement pour lancer les premières installations, pour vous guider dans les installations et les téléchargements. Donc là, Cisco Packet Tracer sera un autre outil pour tout ce qui est réseau. Donc pour pouvoir paramétrer les équipements, faire des branchements, voir les communications, tout ce qui se passe dans le réseau. En vérité, c'est tous les câbles qui relient votre ordinateur à des équipements, que ce soit ou le Wi-Fi, hein, qui va communiquer vers l'extérieur pour avoir Internet, pour permettre de communiquer comme on est là avec Zoom. Et effectivement, on aura derrière tout ça tous les supports de cours. Alors, les supports de cours, à quoi ça ressemble? Eh bien,
ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, ici, je vous ai mis un exemple d'administrateur système et réseau. Alors, je ne vais pas parcourir tout le support, hein, c'est pour vous présenter le support. Donc, à chaque fois dans notre support, il y a toujours le titre, la formation. On a tout un sommaire avec tous les points qui seront abordés en théorie et en pratique, puisque dans le cours, il y a aussi toute la pratique qu'il y aura à faire. Vous avez toujours une référence au référentiel de votre examen. Donc votre but final à tous, hein, c'est d'obtenir un diplôme. Donc pour les TAI, c'est un diplôme de niveau bac qui est reconnu sur le marché du travail. Hein. Et pour les TCCR, c'est un diplôme de niveau bac plus 2. Donc ce qu'on appelle du niveau 5. Donc là, ici, à chaque fois, il y aura toujours une référence au référentiel. Donc tous les points qui, dans le support de cours, vont être abordés par rapport au référentiel. Et ensuite, nous avons des parties théoriques avec des explications. Vous voyez, il y a aussi des images, etc. Et après, de la pratique. Vous voyez, l'installation d'un serveur avec toutes les étapes et explications. Hein. Donc, vous avez bien les captures pour vous expliquer vraiment point par point, page par page, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut cocher, pourquoi, quelles sont les différentes options, etc. Donc, vous voyez, en gros, ça fait un très très gros tuto. Hein, mais alors, il n'y a pas que ça, il y a vraiment toutes les explications théoriques qui vont être sur le support, mais qui seront aussi complétées ou vulgarisées par le formateur. Donc, il va être là aussi pour vous résumer un petit peu ces éléments-là. Mais bien sûr, les supports, il va falloir quand même les lire, prendre vos notes pendant les formations. Donc, vous voyez, avec toutes les étapes. Et là, on a les machines avec effectivement donc toute la partie d'installation, tout ça pour arriver à un serveur. Donc, la première connexion, un premier serveur. Donc, ici, un serveur 2022. Donc, avec tous les éléments, l'installation de Windows 11, etc. Donc ça, tous nos supports sont composés, sont comme ça. Donc là, vous voyez, celui-là, il fait 669 pages. Pas de panique, vous voyez, il y a quand même à chaque fois beaucoup d'images. C'est vraiment pour vous guider pas à pas. Et le formateur, de toute façon, est là aussi pour vous aider. Et vous débugger s'il y a des problèmes. Donc, la formation, les deux formations qu'on va aborder dans cette réunion d'information, donc TAI, technicien d'assistance informatique. Alors, contrairement à l'image, un technicien d'assistance informatique ne fait pas que du démontage et du remontage de matériel. C'est une petite partie du diplôme. Si c'était que du montage et du démontage de disques durs, de ventilateurs, de processeurs, ça serait un métier plutôt d'électrotechnicien qu'un métier d'informatique. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses complémentaires qui font partie de la formation. Voilà. Donc le TAI, technicien d'assistance informatique, c'est un diplôme de niveau 4, donc niveau bac, qui nécessite aucun prérequis de diplôme pour pouvoir le passer. Donc une fois que vous avez le diplôme, vous avez le niveau bac et vous pouvez éventuellement derrière prolonger des études supérieures si vous le voulez. TCCR, donc lui, technicien supérieur système et réseau, donc lui, il est plus à être effectivement sur du data center, mais pas que. Il va s'occuper des serveurs, des configurations principalement. Donc là, on est sur un diplôme Bac plus 2, donc niveau Bac plus 2, donc niveau 5 sur le niveau européen. Donc lui aussi, pas de condition d'entrée en diplôme. Donc même si vous n'avez pas le bac, vous pouvez passer le diplôme TSSR et vous avez le niveau Bac plus 2 si vous voulez aussi derrière continuer des études supérieures. Voilà, je vais rentrer un petit peu plus en détail. Ces formations, donc elles sont inscrites au RNCP, au Registre national des métiers. Donc là, c'est le programme. Donc tout ça derrière, on a ce qu'on appelle un référentiel pour le diplôme. Et chaque diplôme a des compétences qu'il faut mobiliser, donc il faut savoir maîtriser. Et c'est ces compétences-là qui vont déterminer donc, si vous allez avoir votre diplôme ou pas. Donc là, pour les TAI, c'est découpé en 3 modules, 3 activités types qu'on appelle aussi des CCP. Donc, assister ou dépanner les utilisateurs. Vous voyez, dedans, il y a traiter un incident dans un centre
de service et assurer un suivi de parc. Donc là, ça va être du dépannage d'utilisateurs. Donc là, toutes ces problématiques, l'utilisateur qui a un problème avec un logiciel, avec sa souris, avec accéder à Internet, assister à l'utilisation des ressources. Donc là, vraiment, TAI, c'est un métier qui est au plus proche de l'utilisateur. Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement numérique. Donc tout ça, on est vraiment à l'aide d'utilisateurs. Le deuxième CCP, mettre en service des équipements numériques, installer, déployer, personnaliser votre poste de travail. Donc là, ici, on est encore sur l'installation logicielle. Et vous voyez, la partie électronique, c'est juste la compétence 5, intervenir sur les composants matériels d'un ordinateur fixe ou mobile. Voilà, c'est ici, cette partie-là, où on installe des disques durs, on change des disques durs. Tout le reste, c'est vraiment de l'informatique. Donc, contribuer à la sécurité d'un équipement, bien sûr. À l'heure actuelle, la sécurité est au cœur de tout ce qui est à l'informatique. Et intervenir sur les éléments. Donc, vous allez installer, configurer des équipements réseau, installer un réseau sécurisé et intervenir sur un annuaire Active Directory. Donc, il y a des termes que vous ne comprenez pas encore, mais dans la formation, ils vous sont expliqués et ça sera beaucoup plus facile. Donc ça, c'est ce que vous devez maîtriser, c'est toutes ces compétences-là pour avoir votre diplôme niveau bac. Donc nous, ce programme, on l'a décomposé en différents, on s'est dit, ok, tout ça, toutes ces compétences, tous ces besoins, on les a découpés sur différents supports de cours et tous les thèmes qui sont abordés pour pouvoir vraiment répondre complètement aux compétences demandées dans le référentiel. Donc on a fait ça sur chaque case. Donc là, vous voyez, hein, on a vraiment cas par cas fait des cours. Donc on ne fait pas obligatoirement un cours spécifique sur, par exemple, je vais revenir ici, voilà, diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement numérique. C'est bien, mais c'est pas qu'un seul cours. Pourquoi? Parce que on va faire ça aussi bien sur du réseau, on va faire ça sur de la sécurité, on va faire ça sur du Windows, on va faire ça sur du Linux, on va faire ça sur des PC clients, sur des serveurs. Donc nous, on a plutôt regroupé nos cours avec une thématique générale, comme je vous ai présenté tout à l'heure, Windows Server, mais lui, là-dedans, dans Windows Server, il va y avoir différentes compétences qui seront dans le cours, qui vont apporter des différences, le référentiel comme ça. On ne fait pas, nous, les supports de cours en suivant le référentiel. Ça serait stupide puisque à un moment on ferait du Windows, après du réseau, puis après on reviendrait faire du Windows pour refaire après du réseau et au milieu on va avoir de la sécurité. C'est complètement idiot de suivre un référentiel. Donc nous, le côté atypique que disait Ghislain, c'est qu'on a vraiment fait les supports et on a rassemblé, quand on est sur Windows, on est sur Windows. Et avec toute la palette et tous les services de Windows, que ce soit de la sécurité, donc qui va correspondre effectivement à différents items du référentiel. Donc le TAI, le technicien d'assistance informatique, dont son secteur d'activité, donc ça va être des ESN, des entreprises de services numériques, des DXI, donc direction des systèmes d'information. Il peut travailler dans des PME, des PMI, des TPE, des collectivités territoriales ou des services publics, hein, bien sûr. Et le type d'emploi que vous pourrez décrocher, que vous verrez sur les offres d'emploi, ça va être technicien d'assistance informatique, technicien de maintenance en informatique, technicien de déploiement, d'assistance en clientèle, technicien support, technicien de proximité, technicien de SAV, technicien LDEX, voilà. Donc là, il va y avoir différents noms. Pourquoi? Parce que le métier de l'informatique est assez mal connu des ressources humaines. Et donc, du coup, les titres des offres d'emploi ne sont pas toujours exacts, ne correspondent pas exactement à la réalité. Donc, il faudra bien sûr rechercher toute la partie, toutes les compétences demandées pour savoir si elles correspondent à votre diplôme. Donc, les salaires, on est entre 1650 et 2300 euros. Alors, pourquoi cette fourchette? Alors, bien sûr, c'est du brut mensuel. Pourquoi cette fourchette? Ça va dépendre du bassin de l'emploi. Donc s'il y a beaucoup de demandes ou pas, et suivant les années d'expérience aussi. Donc, plus vous aurez d'expérience, plus effectivement vous pourrez prétendre à un salaire plus élevé. Donc voilà pour les TAI. Pour les TSSR, c'est la même chose, sauf que cette fois, on a
deux modules, deux activités types, donc exploiter les éléments et l'infrastructure et assurer le support aux utilisateurs et maintenir l'infrastructure. Alors, bien sûr, il y a des compétences aussi. C'est quasiment les mêmes compétences que le TAI, sauf avec un peu plus de technicité. Et on va aller un petit peu plus loin dans les configurations et dans les paramétrages. Donc, il n'y a que deux modules. On pourrait croire, il est beaucoup plus simple. Pas obligatoirement. Il demande un peu plus de connaissances techniques que le TAI. Pourquoi? On est quand même sur un niveau Bac+2, donc sur un technicien. Donc là, tout pareil, nous aussi, pour les TSSR, on a découpé tout le référentiel ici et on a mis à chaque fois des supports de cours en face de chaque compétence qui est demandée. Donc on a fait ça pour toutes les compétences et les deux CCP pour les TSSR. Pardon. Donc le TSSR, il a le même secteur d'activité que le TAI, exactement. Et après, lui, on va voir plutôt sur les termes des offres d'emploi, technicien système et réseau, technicien support, technicien réseau, technicien informatique, administrateur Linux, parce qu'on verra aussi du Linux. Il y a des entreprises qui travaillent que sur Linux, qui ne veulent pas entendre du tout parler de Windows. On a les techniciens d'exploitation. Donc le salaire est un peu plus élevé, entre 2100 et 2900 euros brut mensuels. Et là aussi, suivant les bassins d'emploi, ça peut changer. Si vous êtes dans des secteurs où il y a très peu de demandes, vous allez pouvoir vous vendre très rapidement. Après, il y a des grosses villes, obligatoirement. Dans les grosses villes, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a plus d'emplois. Pourquoi? Parce que souvent dans les grosses villes, il y a beaucoup d'écoles. L'exemple type, c'est Toulouse. On pourrait croire qu'il y a beaucoup de... Il y a des grosses entreprises à Toulouse. On pourrait croire qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, sauf qu'à Toulouse, il y a énormément d'écoles supérieures qui forment en informatique. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sortent, qui sont sur le marché, donc sur le bassin de Toulouse. Et forcément les salaires sont plus bas puisqu'il y a il y a peu d'offres pour plein de demandeurs. Donc voilà, c'est pour ça que je parle des bassins. Donc nos taux de réussite, qui soient ici TAI ou TSSR, on est sur 92% de réussite. Voilà, et c'est des vrais chiffres, c'est pas des chiffres qu'on a inventés. 92, si on voulait faire comme d'autres centres, on pourrait annoncer du 170, du 70 comme ça. Non, c'est vraiment les chiffres, ils sont suivis. Donc, derrière, les candidats qui ont suivi les supports de cours, enfin qui ont suivi la formation et qui ont été diplômés, ont trouvé de toute façon à 50% un travail au bout d'un mois de formation, un mois après leur diplôme. Et ça va jusqu'à 3 mois. Le plus souvent, c'est 3 mois. Et après, il y en a qui ont trouvé pendant le stage, parce qu'il y aura un stage, donc où ils ont fait le stage, ça a été leur emploi. Il y en a aussi 10% qui étaient des personnes qui sont déjà en emploi et qui ont juste eu besoin du diplôme pour prétendre à une augmentation de salaire et qui avaient déjà un travail. Donc il y a plus de 90% des candidats qui considèrent que la formation leur a aidé à trouver un emploi. Bien sûr, le reste, c'est ceux qui étaient déjà en emploi. Bon, forcément, la formation ne leur a pas permis de trouver un emploi. Et on a pour l'instant 100% d'anciens candidats qui sont satisfaits de leur poste sur lequel ils sont. Et ils travaillent tous dans différents emplois, enfin différentes branches et métiers. Il y en a qui sont dans le service bancaire et assurance, en communication, automobile, ingénierie, puis dans le service public, dans la sécurité informatique, dans l'immobilier, dans les hôpitaux, qui sont qui sont devenus formateurs derrière aussi, dans le commerce de la chaussure, entreprise de services informatiques. Vous voyez, on peut vraiment, avec ces métiers-là, aller dans n'importe quelle branche, puisque l'informatique, à l'heure actuelle, est présente sur tous les secteurs. Donc les profils, pour faire l'informatique, le plus souvent, c'est d'être un petit peu autonome. Enfin, c'est d'être autonome. Donc on vous demande souvent dans ce métier d'être autonome. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les offres d'emploi. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir réussir à se débrouiller un petit peu tout seul. Donc on ne travaille jamais tout seul en informatique. On travaille toujours en groupe, en équipe. On est plus fort comme ça. Mais il ne faut pas être le boulet de l'entreprise, c'est-à-dire à chaque intervention demander
Est-ce que tu peux m'expliquer comment faire ça, comment configurer telle chose? Vous êtes formé, vous êtes diplômé, donc c'est pour ça qu'on parle de côté autonomie, vous êtes capable de faire des choses tout seul, sans être guidé et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous prend la main à chaque fois pour faire chaque chose. Curieux et astucieux, avoir le sens de la discrétion, bien sûr, puisque vous allez être dans des entreprises et les données des entreprises, qu'on appelle des données sensibles, plus les données personnelles des utilisateurs, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est très, très sensible. On entend beaucoup parler sur les médias, etc., avec les cyberattaques. Donc, il faut vraiment être discret. On est dans un métier où on touche des données sensibles. Donc, bien sûr, on va avoir plus d'appétence sur l'informatique quand on est plus passionné de jeux vidéo, d'électronique, etc. Et des jeux de logique. Donc, les prérequis et conditions d'admission, enfin, surtout les prérequis. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une utilisation courante de l'ordinateur et d'Internet. Alors, une utilisation courante, c'est-à-dire de savoir cliquer, savoir ouvrir un navigateur, ouvrir Zoom, ce que vous faites, hein, ce que vous avez fait là. Un petit peu allumer, éteindre votre ordinateur. C'est ça, on parle d'une utilisation courante, donc ce qu'on peut faire tous les jours. C'est un peu plus compliqué quand on est en distanciel, donc via Zoom, si la personne déjà n'arrive pas à allumer son ordinateur. En présentiel, ça, on peut le faire, mais déjà, on vous demande d'avoir un petit peu cette connaissance. Culture générale, être motivé, nous, la formation se déroule en 3 mois. Et il y a un stage de 2 mois. Donc au bout de 5 mois, vous passez un diplôme et vous êtes diplômé. Donc il y a certains centres qui vous proposent avec des périodes beaucoup plus longues. Il y en a qui c'est sur 7 mois, il y en a qui c'est sur 1 an, il y en a qui c'est sur 2 ans. Nous, on le fait sur 3 mois avec, et je vous rassure, c'est largement possible. Vous n'êtes pas les premiers et vous ne serez pas les derniers à suivre ce cursus. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on vous demande une grande motivation parce qu'il faut s'accrocher. Hein, le rythme va être là. Alors, il y a un planning. Je vous rassure, c'est pas non plus la course, mais il ne faut pas non plus traîner. Voilà. On n'a pas le temps non plus de passer 3 mois que sur un cours, puisqu'il va falloir aborder toutes les thématiques pour le diplôme. Donc avoir quelques notions entre Windows, Internet, si Linux vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Avoir un ordinateur. Alors, pour les ordinateurs, ce qu'il faut, c'est avoir un ordinateur portable ou fixe. Euh, S'il vous plaît, pas de Mac, parce qu'on va avoir des problèmes de compatibilité avec les logiciels. Donc là, on parle d'ordinateur classique sur Windows principalement. Donc sur cet ordinateur, il faudra un processeur. Si on prend Intel i3, i5 même, i5 et supérieur. Et à partir de la 9e génération, 8e ou 9e génération. Pourquoi? C'est pour permettre de pouvoir virtualiser, de pouvoir créer des machines virtuelles. Pour tout ce qui est AMD, à partir du Ryzen 5, c'est très bien. Voilà. Donc pour la mémoire, idéalement, il faudrait... Alors en moyenne, il vous faudrait 16 Go de RAM sur votre ordinateur. Ça peut être compliqué sur les portables d'avoir plus, mais l'idéal, ça serait 32 Go. Si vous avez que 16, ça va très bien. En dessous de 16 Go de RAM, ça va être un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir démarrer beaucoup de machines virtuelles en même temps, puisque à chaque fois, les machines virtuelles vont prendre une petite partie de votre ressource physique. Donc, je le répète, 16 Go de RAM, c'est l'idéal pour le faire. À 4 Go de RAM, c'est absolument pas possible. Il va falloir un petit peu plus de RAM. Et pour le stockage, puisqu'on va créer des machines virtuelles, je vous conseille 1 Tera de stockage pour mettre vos machines virtuelles. Donc là, vous pouvez très bien acheter un disque dur externe sur lequel mettre vos machines virtuelles si vous n'avez pas assez de place sur votre disque dur physique. Mais ça ne vous empêche pas de commencer au départ avec votre stockage que vous avez. Et s'il vous reste, je ne sais pas, 250 Go, 500 Go sur votre ordinateur, mais pour faute de place, à un moment, vous allez soit être obligé de supprimer des machines
soit vous n'aurez plus de place, donc ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je conseille un disque dur externe pour ceux qui n'auraient pas assez de stockage. Voilà pour l'ordinateur. Donc il vous faut bien sûr une connexion Internet. Donc, actuellement, quasiment tout le monde maintenant arrive à la fibre, mais il faut une connexion Internet au débit, puisque... Alors je parle pour ceux qui sont en distanciel. Quand vous êtes en présentiel, les ordinateurs, eux, vous seront fournis au centre. Vous n'aurez pas à vous occuper de cette partie-là. C'est pour ça que les coûts de formation ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, voilà. Et bien sûr, une pièce pour vous isoler afin de... Oui, Sébastien. Vous avez levé la main. Non. Bon. Et une pièce pour vous isoler, bien sûr, c'est le mieux pour pouvoir pratiquer. Derrière, alors, comment se déroule notre formation? Le déroulé de la formation. Donc, notre formation, comme je vous ai dit... Oui, Sébastien? Pardon, excusez-moi, j'ai cliqué à côté sur le micro. Juste savoir, un mix présentiel et distanciel est possible ou c'est soit l'un, soit l'autre? Alors c'est possible. Je pose cette question parce que si c'est ici Limoilou, moi je ne suis pas loin. C'est pour ça. Donc Alors, mon cas est un peu particulier peut-être. alors c'est possible de faire du présentiel et du distanciel. Par contre, on vous appliquera le tarif de formation de présentiel. D'accord, ok. Voilà, puisqu'on vous fournira le matériel, donc forcément, ça va être... c'est là où ça... Il y a cette notion-là qui est différente. Mais oui, oui, c'est largement possible. Alors, attention, là, je vais parler d'un espace-temps, donc, de la prochaine formation qui va commencer, qui va être en distanciel. La prochaine formation en présentiel sera qu'en septembre. D'accord. Voilà, il n'y en a pas avant septembre en présentiel. Donc là, pour la formation en distanciel, donc par Zoom, de chez vous, donc ça commence à partir du 1er juillet. Et tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et bien sûr une pause déjeuner entre les deux, vous serez en cours avec un formateur, donc via Zoom, et tout ça pendant 3 mois. Donc là, effectivement, juillet-août, vous voyez, tous les jours, tout est pris, vous aurez un formateur aussi, vous inquiétez pas. Et tout ça jusqu'à fin septembre, voire jusqu'à début octobre. À l'issue de ces 3 mois de formation, vous aurez un stage à faire. Donc, il faudra faire aussi une recherche de stage, donc un stage de 2 mois, qui va vous permettre d'approfondir le métier, d'être vraiment en situation réelle, puisque si vous ne faites pas de stage en entreprise, vous allez dire, bah ouais, mais moi, les machines virtuelles, c'est bien beau. Quand je serai vraiment devant une vraie machine, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous assure, il n'y a rien qui change, sauf votre ressenti. C'est exactement la même chose. Donc, que vous soyez sur une machine virtuelle ou sur une vraie machine, il n'y a rien qui change. Hormis bien sûr pour les TAI, les changements de composants, là je suis d'accord. Mais autrement, configurer, installer, que vous soyez sur une machine virtuelle ou une vraie machine, il n'y a pas de souci. C'est la même chose. Donc vous avez un stage de 2 mois. Donc il faudra chercher un stage de 2 mois en entreprise. Donc ça sera entièrement gratuit pour l'entreprise. Donc à la fin de ce stage, vous aurez une semaine de révision pour vous préparer à l'examen. Et du coup, votre examen sera en décembre. Donc là, la semaine du 15 au 19 décembre, alors ça, l'examen ne dure pas toute cette partie-là, c'est juste une tranche. Je vais venir après sur le déroulé de l'examen. Donc, notre formation, elle est sur 3 mois de formation, 2 mois de stage, et après l'examen qui se déroule à Issy-les-Moulineaux, dans nos bâtiments. Donc, ensuite, hop, le déroulé. Alors, il est possible aussi de faire du e-learning, donc pour ceux qui éventuellement travaillent et veulent faire leur formation en dehors de leur temps de travail. C'est possible. Par contre, bien sûr, il faut au départ un peu plus de connaissances, puisque là, par contre, à l'inverse, vous n'aurez pas un formateur continuellement avec vous. Il pourra venir vous débugger sur des rendez-vous, mais sauf si on a 10 personnes en e-learning, là, on pourra mettre un formateur.
Mais pour une personne, on va pas pouvoir mettre un formateur je sais pas moi, 18h à minuit. C'est pas possible. Ou à 1h du matin. Les formateurs, il faut aussi qu'ils dorment, qu'ils se reposent. Et ils ont aussi d'autres missions, hein. Donc, sauf si on a énormément de personnes en e-learning, là, on pourra mettre un formateur. Sinon, on ne pourra pas satisfaire cette partie-là. Donc, pour le e-learning, il y a les supports qui sont bien détaillés, qui vous permettent de pouvoir quand même pratiquer. Il y a les explications qui vous permettent d'avoir la théorie sur tous les supports. Et là, le formateur pourra, euh, en fixant des rendez-vous avec lui, vous expliquer, ou si vous envoyez des mails avec les bugs, il pourra vous débugger à distance comme ça. Mais effectivement, vous n'aurez pas en e-learning obligatoirement un formateur. Je tiens à le préciser. Et il faut quand même de très bonnes bases. Si vous si vous êtes assez novice en informatique, ça va être compliqué pour vous de faire du e-learning, surtout dans les 3 mois, puisqu'on est sur les mêmes périodes. 3 mois de formation, 2 mois de stage et l'examen. Donc c'est pour ça, le e-learning, il faut vraiment avoir de très très bonnes bases en informatique. Alors, l'examen. Donc une fois que vous aurez fait toute votre formation, arrivera effectivement l'examen. Ce que vous attendez tous, que vous voulez tous décrocher, et ce que nous voulons nous aussi que vous ayez. Notre priorité pour nous, c'est que vous ayez votre examen. Donc on va tout faire pour que vous l'ayez, on vous suivra là-dessus. Donc le déroulé de l'examen. Comme vous avez vu sur le planning, on a mis une tranche d'une semaine. Là, ça va dépendre du nombre de candidats. Pourquoi? Parce que votre examen, en vérité, c'est 2 demi-journées dans cette semaine. Donc il y a une première demi-journée où il va y avoir un questionnaire professionnel qui dure 1h45. Donc là, c'est des questions écrites. Donc vous aurez un ordinateur, il y aura des questions écrites et vous allez répondre sur un document Word à ces questions écrites. Donc c'est des questions qui ont un lien avec le métier, je vous rassure, hein. Ça ne va pas être une question d'histoire géo, de mathématiques, on est sur des questions sur l'informatique et sur le diplôme. Donc là, c'est des questions ouvertes, hein. On n'est pas sur du QCM. On n'est plus sur du QCM. Il y avait une période où on était sur des questions à choix multiples. Là maintenant, c'est des questions dites ouvertes. Donc il y a une question et il faut vous mettiez vos réponses. Donc il n'y a pas besoin d'écrire un roman, hein. Les réponses peuvent être courtes. Et on ne vous oblige pas à l'examen d'être irréprochable sur l'orthographe. Il faut que la phrase soit compréhensible, qu'elle soit française. Mais en soi, s'il y a des fautes d'orthographe, ce n'est pas grave, parce qu'il y a quand même 1h45 et il y a quelques questions. La deuxième partie de cette première demi-journée, vous allez avoir des questions à partir de production. C'est-à-dire, ça va être une mise en pratique. Donc pendant 1h30, sur ordinateur, vous allez avoir des machines virtuelles et sur lesquelles on va vous demander de faire des configurations, des paramétrages, etc. Et vous devrez faire des captures d'écran que vous allez mettre sur un document. Donc il vous sera demandé, on vous précisera quelles sont les captures d'écran qu'il y a à faire. Et donc là, vous mettrez sur un document Word. Et une fois que vous avez fait ça, la partie dite écrite sera finie. Ce sera la première demi-journée. Donc ces 2 questionnaires seront imprimés, seront mis dans une pochette et sera remis à un jury qui lui va vous prendre à l'oral. Et donc là, ça dure c'est sur un autre créneau, hein, après votre écrit. Donc là, ça va être, on met l'entretien final, mais c'est devant le jury. Vous allez passer devant 2 professionnels en informatique. C'est pas des profs, hein, c'est vraiment des personnes qui sont dans le milieu de l'informatique, hein, qui travaillent dessus et qui vont regarder tout ce que vous avez fait à votre écrit, votre dossier professionnel. Alors le dossier professionnel, c'est un petit peu vos compétences que vous avez fait pendant votre stage. C'est un peu comme un rapport de stage. Et les évaluations que nous, centre, on va avoir fait sur vous. Et il va vous mettre dans un cas de situation professionnelle. Donc il y aura tout un plateau technique devant lui, hein. Il y aura des switches, des routeurs, des serveurs, des ordinateurs, des pare-feux, etc. Il y aura tout ça. Il y aura Internet. Et il va vous mettre en situation. Soit créer une panne, soit faire... ils ont des référentiels, hein, sur ce qu'ils vous font faire en pratique. Et ils vont vous poser des questions. Et tout ça, ça dure... alors, c'est pas tout à fait 1 heure, c'est 1h40.
Et en plus, il vous pose des questions et vous aurez aussi un entretien final. Vous allez échanger avec lui pour savoir, le jury va vouloir savoir d'où vous venez, ce que vous voulez faire, etc., etc. Et c'est ce jury-là qui, à la fin, va décider si vous avez votre diplôme ou pas avec toutes le questionnaire devant l'oral que vous avez eu devant eux, la mise en pratique que vous avez devant eux, et ben c'est eux qui vont dire ok, je valide ce CCP, je valide les 2 CCP pour les TSSR, et si vous avez les 2 CCP, ben vous avez le diplôme. Si vous n'en validez qu'une partie, la première partie est validée, elle est conservable pendant 5 ans et vous pouvez repasser le complément, le CCP manquant, dans les 5 ans pour avoir votre diplôme complet. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vais continuer mon explication. Je vais couper votre micro, admin. C'est Amir. Il y a écrit admin, c'est pour ça. Oh, Amir. Ouais. Ok, Amir. Je vais couper le micro pour finir. Bon, vous arrivez quasiment à la fin de la formation, mais vous inquiétez pas, il y aura un replay qui va être Euh, à la fin de la... Désolé, c'est un problème de se connecter. Ah, il n'y Là, a pas de souci. Vous êtes bien pour la formation TAI, TSSR, c'est ça? Ou c'est pour une autre formation? la formation, C'est pour la réunion d'information TAI, TSSR. oui. Ok. Alors je vais couper le son. Je suis quasiment à la fin de l'explication. Ne vous inquiétez pas, il y a un replay. Vous pourrez revoir. Tout est enregistré. Vous inquiétez pas. D'accord. Alors, le déroulé de l'examen. Voilà. À la fin de ça, le jury, effectivement, va. Alors, c'est pas des notes comme à l'éducation nationale. Là, c'est vraiment sur une appréciation par des professionnels pour savoir si vous êtes à même, si vous êtes capable de travailler, d'être employable dans une entreprise, tout simplement. Donc vous êtes jugé vraiment par vos pairs, par des professionnels en informatique. Une fois que vous avez passé l'examen, dans tous les cas, de toute façon, on vous fournira une attestation de fin de formation. Et si vous avez votre diplôme, vous aurez un diplôme qui, lui, sera de couleur bleue. Pourquoi? Parce que tous les diplômes du RNCP sont délivrés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. C'est pour ça que c'est sur fond bleu. Tout ce qui est éducation nationale, les diplômes sont de fond jaune. Les diplômes ont exactement la même valeur sur le marché du travail. Je dirais même que sur le marché du travail, tous ceux qui sont délivrés par le ministère du Travail sont plus valorisés puisque vous avez normalement beaucoup plus de pratiques que des étudiants qui ont suivi un cursus Bac plus 2 en université ou dans un lycée et qui du coup ont souvent très peu de pratique. Ils ont beaucoup de théorie, mais en pratique, ils ne savent pas faire beaucoup de choses en entreprise. Donc vous arriverez beaucoup plus fort puisque vous, et dans la formation, vous allez faire énormément de pratique. Donc c'est comme si vous étiez en entreprise. Donc votre formation de 3 mois, c'est limite comme si vous aviez 3 mois d'expérience déjà en informatique. Parce que vous allez être capable de faire beaucoup de choses. Je ne dis pas de entièrement les maîtriser, mais vous aurez les connaissances, vous saurez faire plein de choses. Pendant la classe, pendant la formation, que ça soit en distanciel ou en présentiel, dans les deux cas, il y a dans l'entreprise et dans le centre de formation, il y a un règlement intérieur. Donc, il faudra effectivement éviter tout mauvais comportement ou comportement déplacé. S'il s'avère que c'est le cas, on vous convoquera avec le staff de bout de formation afin de pouvoir remédier à ces mauvais comportements. Et s'il s'avère que ça devient inadmissible, on vous expulsera de la formation. Voilà, on est là, on est entre adultes, on n'est pas des enfants, et il faut se respecter, donc pas de termes envers les femmes ou différentes religions ou personnes. Voilà, aucun mauvais comportement ou comportement déplacé. Bien sûr, en classe, pas de musique pour éviter de perturber tout le monde. Donc, surtout si vous êtes en présentiel. Après, en distanciel, si vous coupez votre micro, vous pouvez vous mettre de la musique. Mais attention, quand vous allez parler pour poser une question, il faudra l'éteindre. Sinon, le formateur ne va pas comprendre votre question si derrière, il y a une musique à fond. Et lui, il n'entendra rien. Donc, bien sûr, quand vous êtes en distanciel,
donc sur Zoom, vu que vous n'avez pas les transports, les retards en classe sont forcément moins tolérés. Vous avez juste à vous lever le matin et à vous connecter à votre ordinateur. Vous n'avez pas de transport, 1 heure de transport, etc. Donc logiquement, vous n'êtes pas censé arriver en retard. Donc il faudra quand même un petit peu justifier vos absences si jamais vous pouvez avoir des impératifs médicaux, familiaux, mais il faudra effectivement nous justifier. Hein. Quand on est en formation, c'est comme on est au monde du travail. On ne peut pas s'absenter comme on en a envie, c'est pas la carte. Donc il faut justifier toutes ces absences ou tous ces retards. Bien sûr, pendant la formation, il faut être à l'écoute. Chose très très importante. Ne jamais dire qu'on ne comprend pas si c'est pas le cas. Donc si on vous demande est-ce que c'est bon, est-ce que vous avez compris, ne dites pas oui juste pour faire plaisir au formateur. Ça sert à rien. Vous vous mentez qu'à vous-même. C'est vous qui passez le diplôme. Il vaut mieux dire au formateur non, là j'ai pas compris. Donc là, ça va lui permettre de reformuler, de pouvoir réexpliquer autrement, de pouvoir vulgariser. Mais surtout, ne jamais dire ah c'est bon, j'ai compris. Quand on vous demande, on vous redemande derrière, bah vous avez en vérité vous avez rien compris. Donc surtout, ça sert à rien. Vous passerez jamais pour un imbécile à dire j'ai pas compris ou même à poser des questions. Il n'y a aucune question idiote, seules les réponses peuvent l'être. Bien sûr, il va falloir avoir un esprit d'équipe pendant toute cette formation. Donc vous êtes ensemble dans la même galère qui est la formation, obtenir votre diplôme. Et en informatique, de toute façon, c'est le cas. On n'est plus à l'ère où on a des personnes en capuche qui travaillent dans leur coin, dans le noir, comme des gros hackers qu'on voit dans les films. En informatique, maintenant, c'est plutôt du travail en équipe. Donc on vous demande plutôt dans les offres d'emploi de savoir-être que du savoir-faire. On préfère avoir des personnes dans le métier de l'informatique qui sait travailler en équipe et qui va vraiment pouvoir progresser au sein de l'entreprise, tous ensemble dans l'équipe et de s'intégrer à l'équipe, que d'avoir un super crack en informatique mais qui reste tout seul. La communication à l'heure actuelle en informatique est très demandée. On va plus vous demander du savoir-être que du savoir-faire. Le savoir-faire, ça s'apprend dans le temps. Voilà. Donc, non-respect du règlement intérieur, hein, le centre, bien sûr, se réserve le droit de vous radier de la formation. Hein, et bien sûr, il y a des conditions générales qui vous expliquent tout ça. Donc là, ici, en information, donc vous avez déjà passé le processus en formation avec les plaquettes, le plan de formation quand vous avez téléchargé. Alors, convocation à réunion d'information, c'est un grand terme pour dire convocation, mais c'est l'invitation qu'on vous a dit là, ici. Hein, donc c'est cette journée, on en est ici. Hein, vous êtes en train de vous informer sur notre centre de formation. Une fois que vous aurez, suite à cette réunion d'information, il faudra valider votre inscription auprès du centre, dans lequel il y aura un devis. Alors le devis vous est adressé à vous ou à votre financeur, parce que si vous êtes financé par le CPF, Pôle emploi, Transition Pro, etc., tous les autres financeurs, bah, c'est eux qui recevront le devis. Il y aura une convention de formation, les conditions générales de vente, avec le règlement intérieur, hein, bien sûr. Alors, l'entrée en formation, donc une fois que tout ça est validé, que tout le cursus est validé, que vous êtes inscrit, que vous avez le financement, et ben vous recevrez une date de début de formation. Alors, la prochaine pour TAI TCSR, c'est le 1er juillet. Il y aura le règlement intérieur à signer et à nous retourner. Il y aura le planning de formation. Alors, le planning, c'est pas à la lettre, hein, c'est pas parce que tel jour il y a écrit ça, c'est vraiment un fil conducteur. Suivant le rythme de la classe, ben, on va plus ou moins suivre ce rythme, mais ce planning. Mais par contre, le but, c'est d'arriver à la fin d'avoir abordé toutes les thématiques de la formation. Et toutes les semaines, il y aura de toute façon une feuille d'émargement. Donc là, il y aura une feuille où il faudra signer pour signer votre présence le matin, après-midi, pour le justifier auprès de vos financeurs. Et pour vraiment justifier, nous aussi, auprès du ministère du Travail, que bah, vous faites vraiment la formation, que vous n'êtes pas là, enfin, on vous a pas fait payer, qu'il y ait personne qui suit la formation. C'est juste une arnaque aux formations. Donc nous, il nous faut absolument ces feuilles de présence pour justifier auprès de vos financeurs que vous suivez bien la formation, de toute façon. Derrière,
il y a les 3 mois de formation, il y aura le stage. Donc pour le stage en entreprise, donc il y aura une convention de stage tripartite entre vous, le centre de formation et l'entreprise. Bien sûr, pendant le stage, il faudra aussi avoir les feuilles d'émargement qui vont être contresignées par l'entreprise qui vous accueillera. Donc ça, c'est pour justifier que vous allez bien en stage. Vous aurez pendant ce stage à faire un dossier professionnel en version française. Alors ça, on vous expliquera comment faire un dossier professionnel. C'est un genre de rapport de stage, mais vous inquiétez pas, on vous expliquera en formation comment ça se remplit. Et nous, pendant le stage, centre de formation, on va compléter votre livret d'évaluation qui va être nécessaire pour l'examen. Donc pour l'examen, comme je l'ai expliqué, il y a les questions-réponses, les questions à partir de production, l'entretien avec le jury qui est constitué de 2 jurés et la validation de votre dossier professionnel. Donc ils vont regarder aussi votre dossier professionnel et à la fin, le jury va se prononcer. Donc ils vont remplir ce qu'on appelle un PV, un procès verbal, qui va dire si vous avez entièrement réussi, partiellement ou rien du tout. Voilà. Et bien sûr, une fois le diplôme passé, vous sortez de formation, donc vous aurez l'attestation de fin de formation, la facture qui sera, alors si vous vous autofinancez, ce sera à vous, sinon ce sera à votre financeur. Vous recevrez le diplôme. Alors le diplôme, vous n'allez pas la savoir dès le lendemain. On vous enverra une copie de votre procès verbal. Donc s'il y a réussite, si la case réussite est cochée, vous avez votre diplôme. Par contre, ils sont délivrés par le ministère du Travail. Et c'est eux qui l'envoient directement chez vous par lettre simple. Et ça, c'est entre 2 et 3 mois. Donc ça ne vous empêchera pas d'aller chercher un emploi pendant ce temps-là. Avec le PV et la copie, vous êtes bien diplômé. Par contre, le RH, vous faudra dire au service des ressources humaines, le diplôme, il va arriver. C'est 2 à 3 mois. C'est à peu près les délais moyens. Ça va dépendre parce que c'est le ministère qui délivre pour toute la France. Et bien sûr, on reste en contact. Donc, si on a pu faire des graphiques où les anciens élèves vont, dans quelle branche ils sont, au bout de combien de temps ils ont eu un emploi, s'ils ont trouvé un emploi, il faut nous donner ces informations. Il faut qu'on reste en contact pour savoir un petit peu si vous êtes dans le métier que vous voulez, si vous... Voilà, tout ça. Et dans quel secteur, si tout se passe bien, ça nous permet d'avoir toute cette partie graphique. Voilà. Donc, ici, pour toutes... alors, on arrive à la fin de la réunion d'information, quasiment. Bien sûr, on va être aux questions-réponses. Avant ça, donc là, ici, je vais laisser cette diaporama. Et vous voyez ici, il y a le numéro de téléphone, les adresses mail. Et je vais laisser la parole à Ghislain s'il veut rajouter quelque chose avant les questions. Bon, comme Alain vous a tout expliqué, on serait ravi que vous fassiez partie de nos futurs stagiaires, nos futurs techniciens supérieurs système et réseau ou TAI. Et tout ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on va vous accompagner jusqu'au bout, chaque jour, pour être sûr que vous allez avoir votre examen et que vous allez avoir une bonne formation. L'autonomie, la recherche, le travail personnel, ce sont des qualités que vous avez besoin si vous voulez vraiment réussir dans le métier. C'est parce que vous êtes en formation que vous devez penser que tout va venir du formateur, va vous apporter toutes les solutions. En informatique, c'est pas ça. Pour tous ceux qui sont un peu geeks, vous constatez que la plupart des choses que vous connaissez, ce sont des choses que vous avez cherchées de vous-même et que vous avez complétées avec les connaissances que vous avez pu lire ou apprendre ou qu'on a pu vous enseigner. Donc, si vous décidez d'entrer en formation, il faut savoir qu'il y a un gros travail personnel à faire de votre côté en dehors des heures de formation et pendant les heures de formation. Et vous devez vous dire que un informaticien, c'est d'abord celui qui est capable de trouver la solution tout seul parce que la solution est toujours là. Le système est déjà conçu, tout est déjà figé. La solution est toujours sous nos yeux. Donc, il faut déjà être habitué à travailler en autonomie, à avoir l'habitude de faire des recherches, à chercher. Mais bien sûr, le formateur va toujours vous expliquer, toujours vous donner les meilleures solutions, les meilleurs résultats pour que ce soit plus facile dans la compréhension, et pour que quand vous essayez de chercher, ce soit plus simple. Les supports de cours vont être des guides sans tâche pour que vous puissiez vraiment suivre pas à pas les vrais process à faire pour mettre des infrastructures en place. Mais derrière, il faut que vous puissiez travailler de vous-même et faire vos recherches sur
faire des notes, rééditer vos propres supports à partir de ce que vous avez compris, ce que vous avez pu pratiquer, poser des questions, participer, anticiper, travailler en dehors des heures de formation. Il n'y a que comme ça que tous ceux qui sont passés entre nos mains ont pu réussir. Donc, ce que je peux espérer, c'est que vous ferez partie de la partie et que ce sera pareil pour vous. Merci Ghislain. Keshne, j'ai rien oublié d'un point de vue administratif. Non, c'était très clair. Après, pour les personnes qui n'ont pas encore fait leur entretien téléphonique pour analyser leur projet de formation, qui n'hésitent pas à me contacter au numéro qui s'affiche. Ou alors pour ceux qui souhaitent s'inscrire pour la session de début juillet également, n'hésitez pas pour qu'on puisse faire le point ensemble et trouver des solutions pour votre inscription. Voilà. Donc là maintenant, on va passer à vos questions. Alors si c'est des questions dites administratives sur les financeurs, on va pas pouvoir vous répondre au cas par cas là, puisque on va être vraiment sur du cas par cas. Là, je vous invite à contacter Keshne soit par téléphone au numéro de téléphone qui est indiqué ici ou à l'adresse mail. Après, pour toutes les autres questions, on va pouvoir vous répondre. Donc, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Ça peut être oral ou écrite. Hein. Vous voyez sur le partage, j'ai mis le chat. Donc, est-ce qu'il y a une question? Ce serait bien de lever la main s'il y a quelqu'un. Alors, la formation uniquement. Alors, à la formation en septembre, on a les deux. En septembre, on a et présentiel et distanciel. Les deux se font. Par contre, en juillet, on n'a que du distanciel. C'est une question d'organisation. C'est un petit peu plus compliqué d'avoir des salles disponibles pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc, c'est pour ça en juillet. Alors, la recherche de stage est à votre charge. Alors, la recherche, c'est qu'une recherche. Donc, ça ne vous coûte rien. L'entreprise, elle, va vous accueillir. Donc, vu que le stage est inférieur à 2 mois, elle ne va pas obligatoirement vous rémunérer. Par contre, pendant la période de stage, eh ben, vous aurez la rémunération comme quand vous êtes en formation. Ou quand vous serez en formation. Donc, le stage fait partie de la formation. Donc, si vous êtes financé par Pôle emploi et que vous avez des allocations, bah, c'est Pôle emploi qui continuera à vous financer, à vous rémunérer pendant votre stage. Donc, la recherche de stage, hein, c'est à vous de chercher votre stage, oui, puisque vous êtes sur la France entière là. Donc là, on n'est pas obligatoirement que région parisienne. Donc, c'est à vous de chercher auprès des entreprises, auprès de vous. J'espère, Richel, avoir répondu à la question. Si c'est pas le cas, Euh, faut je vais juste redemander. rebondir un peu sur cette partie-là pour Richel. Pendant la formation, dès le début de la formation, ce que nous avons fait, c'est de vous donner un modèle de CV typique et vous aider à compléter, à faire votre CV dès le premier jour. Parce que ce que vous mettez en avant dans votre CV, c'est ça aussi qui pousse les entreprises à être motivées ou non de vous prendre en stage. Donc, on essaye déjà de vous constituer un CV dès le premier jour de la formation. Vous direz, oui, mais ça, je connais pas, c'est pas grave. Ce sont des choses que vous allez apprendre dans l'entreprise. Et dès le premier jour déjà, dès maintenant, hein, vous pouvez déjà commencer à tâter un peu le terrain du bouche à oreille avec vos amis pour demander est-ce que votre entreprise prend en stage. Vous cherchez déjà autour de vous un rayon d'entreprise et commencer déjà à envoyer des emails pour savoir si des demandes de stage pour la période X ou Y sont disponibles. Et comme ça, dès que vous débutez la formation, vous pouvez déjà envoyer vos CV. Il faut le faire dès le début. Tout de suite, vous devez commencer à envoyer vos CV pour que vous ayez le plus de chances possible d'avoir un stage pendant la période de stage. Le stage, il est obligatoire. Mais par contre, si après tous les efforts, puisque vous avez une fiche que vous remplissez, pour qu'on puisse voir vraiment que vous avez consulté des entreprises pour faire des demandes de stage, et si ça n'a pas abouti, on va trouver une solution pour vous. Mais il est impératif que vous fassiez la démarche tout le long de la formation pour trouver un stage, parce que c'est important pour vous de trouver un stage et d'aller en entreprise et voir que ce que vous avez appris, c'est réellement ce qui est pratiqué sur le terrain. Alors, pour répondre à Jurkuta, le prix, alors là, je vous invite à consulter les plaquettes sur le site ou à contacter par téléphone Keshne, puisque les prix dépendent des formations
et du type de formation. C'est pas les mêmes prix en distanciel, en présentiel, TAI, TCCR, c'est pas le même prix. Voilà, donc les prix, je peux pas vous donner les prix comme ça. Je vous invite à consulter le site internet et à voir les plaquettes. Alors, on ne fait pas de contrat. Alors, pour Fofana, actuellement, nous, on ne fait pas de contrat en alternance, donc de contrat de professionnalisation, puisqu'on est sur 3 mois. Il faudrait être il faudrait être sur au moins 1 à 2 ans. Et actuellement, notre école ne le fait pas. Donc, nous, on ne fait pas un contrat de professionnalisation. Ça sera dans un futur, mais actuellement, on ne le fait pas. Donc, Millet, est-ce que votre centre de formation a des annexes hors Paris? Alors, on n'est que à Issy-les-Moulineaux pour le présentiel. Autrement, c'est pour ça qu'on a ouvert le distanciel, donc par Zoom. Mais je vous assure, on fait beaucoup plus de formations en distanciel qu'en présentiel. On a beaucoup plus de demandes dessus. Actuellement, on a plein de formations qui sont distancielles et vous avez les mêmes chances et vous avez la même pratique, les mêmes théories, pas tout à fait les mêmes formateurs, hein, puisqu'il ne peut pas être en présence et en distanciel. Donc voilà, quoique des fois ça se passe aussi. Voilà. Alors, donc voilà, donc en centre de formation, oui, on est un petit centre, hein, on n'est pas les usines à formation que vous pouvez voir de certains centres qui ne sont pas toujours très qualitatifs. Nous, on est un petit centre et on se concentre vraiment sur votre formation et pas sur du business. Alors, bonjour, de façon générale, y a-t-il déjà eu des complications à trouver une entreprise d'accueil? Alors, pour le stage, alors, effectivement, on ne va pas vous cacher, suivant votre secteur, des fois, et c'est un petit peu plus compliqué. Mais on arrive toujours quand même à trouver une entreprise assez facilement. Alors, il ne faut pas se dire que l'informatique, elle existe que dans des entreprises informatiques. Dans tout secteur, il y a de l'informatique. Donc, vous pouvez être en stage dans votre mairie, ça peut être en stage, je ne sais pas, moi, chez le peut-être pas le maçon du coin, mais la petite entreprise, je sais pas moi, la grande surface du coin, l'hôpital, la clinique, le médecin. Voilà, l'entreprise fait partie de beaucoup d'entreprises. Donc il n'y a pas obligatoirement, souvent on a tendance à se dire bah, je vais faire un stage que dans une ESN, donc une entreprise qui va faire que de l'infogérance, qui va faire de l'informatique pour d'autres entreprises. C'est faux, il y a d'autres entreprises qui ont besoin, enfin qui ont un service informatique et il ne faut pas oublier que la fonction publique en fait partie. Voilà, on oublie des fois d'aller sur les communautés de communes, ceux qui gèrent les espaces verts, les poubelles, etc., les eaux. Bah, toutes ces entreprises-là ont un service informatique, donc ils prennent aussi des stagiaires. Donc voilà. Donc, mais là, après, compliqué, je vous dis, ça va dépendre du bassin d'emploi. Si vous êtes en plein milieu de la Creuse, où il y a que des champs et rien que ça, ou que des montagnes, et qu'il n'y a pas d'entreprise, effectivement, ça va être plus compliqué que si vous êtes dans une métropole qui a beaucoup plus d'entreprises. Alors, Vanves, bon, non, là quand même, ici les Moulineaux, on est quand même sur une des villes de Paris où il y a quand même beaucoup d'industries, enfin beaucoup d'industries, beaucoup de services. Il y a Capgemini, il y avait Cisco, enfin il y a Microsoft qui est pas loin, il y a Orange, il y a TF1. Enfin voilà, vers là, il y a quand même de quoi sur la région parisienne et les extérieures régions parisiennes, hein, il y a quand même de quoi trouver des entreprises pour des stages, hein. Si vous en trouvez pas, ce serait quand même fort surprenant. Voilà. Et après, il faut savoir aussi, des fois, un petit peu s'éloigner. Mais, voilà. Mais vent, ouais, on arrive quand même à trouver des choses, oui, aux alentours. Alors oui, c'est ce que je vous. Ça, effectivement, très bonne question, je ne l'ai pas dit. Donc, pendant les formations, le maximum par classe, c'est 16 élèves. On n'aura jamais plus de 16 élèves en distanciel. Et en présentiel, on se limite souvent à 10. Tout ça, c'est pour que le formateur puisse gérer correctement la classe.
simplement. Et oui, oui, en classe, vous êtes tous en même temps, bien sûr. C'est comme si vous étiez dans une salle, comme à l'école, par exemple. Sauf que le maximum, je vous dis, même si on est en classe virtuelle, c'est 16. C'est vraiment le maximum. Sinon, on ouvre une deuxième classe exprès. Donc voilà, sur cette session-là, bah, si jamais vous êtes 32, bah, là, on fera deux classes avec deux formateurs différents. Voilà. Mais autrement, c'est pas plus de 16. Mais merci d'avoir posé la question, je ne l'avais pas précisé. Alors non, vous n'avez pas tous le même niveau dans la classe, vous arrivez tous avec votre compétence, vos compétences actuelles. Et il y a des personnes qui sont déjà dans le métier de l'informatique, il y en a qui sont des gros gamers, il y en a qui ont une utilisation classique, il y a vraiment tous les niveaux en classe, que ce soit des débutants, des expérimentés, mais on avance tous ensemble. Donc vous inquiétez pas, et le rythme est plus calé plutôt sur la personne la plus faible que sur la personne la plus forte. Voilà. On veut que tout le monde progresse ensemble, on travaille ensemble. Donc il y aura effectivement différents niveaux. Il y a des personnes qui sont arrivées en formation et qui n'avaient jamais été dans le monde de l'informatique, hein. On a eu des boulangers, des chauffeurs de taxi, des caissières, et voilà, qui ne connaissaient l'informatique que soit de chez eux, soit de leur métier. Vous voyez, une caisse enregistreuse, c'est pas... Et ils ont eu leur diplôme, je vous rassure. Et en 3 mois, hein, il n'y a pas eu de souci. Et en distanciel. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment, il n'y a pas de questions idiotes, hein, je vous rassure. Vaut mieux avoir toutes les réponses à ces questions que de... Vraiment, nous, je réinsiste là-dessus, hein, notre credo, notre volonté, c'est vraiment que vous ayez votre diplôme à la fin et vous soyez dans le métier que vous ayez envie de faire. Je suis technicien, est-ce qu'il est plus approprié, hein? Alors oui, si vous êtes déjà technicien LDEX, vu qu'il n'y a aucun prérequis pour les diplômes, attaquez directement en TSSR, hein. Vous aurez directement un bac+2 et vous pourrez prétendre à des salaires beaucoup plus élevés et vous ferez des choses beaucoup plus euh, passionnantes et intéressantes que du helpdesk. Je dénigre pas le métier, mais voilà, on est quand même assez vite limité dans ses actions en tant qu'helpdesk. Donc, moi, je conseille à tout le monde, tant qu'à faire, vu qu'il n'y a pas de prérequis de diplôme, ben, on tente le bac+2, le TSSR directement. Pourquoi s'embêter à passer sur un niveau bac? Même si après, votre envie, c'est de faire que du montage et du démontage d'ordinateur, faites le TSSR. Ça sera toujours mieux pour vous. Ça vous ouvrira beaucoup plus de portes. Donc voilà. Donc déjà, on a quelqu'un qui est déjà un peu dans le métier. Alors, pour le distanciel, vous avez parlé de config minimal. Alors, pour les Windows, alors Windows 11, qu'il soit pro ou familial, un familial, ça suffit largement. On n'a pas besoin d'avoir une version pro. Alors, dans les machines virtuelles, on installera des versions pro. Mais sur votre ordinateur physique, si vous avez un Windows 11 familial, ça suffit très largement. On n'a pas besoin d'avoir une version pro, puisque tout va se faire tourner sur un logiciel qui s'appelle Workstation. Donc voilà. Alors, si vous commencez la formation, alors s'il y a toujours, on n'est pas fermé, hein, il y a toujours des possibilités de faire des coupures, mais il faut des vraies raisons, des raisons médicales, professionnelles. Et ce qu'il y a, c'est que ces 3 jours, il faudra les rattraper, puisque elle, là, par contre, la classe aura progressé pendant ce temps-là. Donc, si vous êtes absent 3 jours consécutifs, ça va être à vous le week-end de rattraper toute la partie manquante. Et bien sûr, il nous faut des justificatifs. Je vous rappelle, vous êtes en formation, donc vous vous engagez, c'est un peu comme si vous étiez en entreprise. Mais oui, oui, s'il y a un impératif d'opération, des choses comme ça, oui. Si c'est 3 jours de vacances, non. Je vous le dis, ce sera un peu moins toléré. Après, c'est pour vous, hein, c'est vous qui prendrez du retard de 3 jours, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, encore une question. C'est exactement ça, oui.
Donc juillet, août, septembre, c'est les 3 mois de formation. Octobre, novembre, c'est le stage. Et en décembre, c'est l'examen. Vous voyez, c'est très vite. Hein. Pour avoir un bac plus 2, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a de questions? Il n'y a plus de questions. Il y a encore une question. Ça n'a plus. Nous allons clôturer cette réunion d'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, la session de septembre commence le 1er septembre, je crois. Faut que je regarde sur le calendrier, mais voilà, c'est toujours vers le 1er du mois. Ça commencera au 1er septembre si ça tombe un jour de la semaine. Si ça tombe un samedi ou un dimanche, ça commencera le premier jour ouvrable du mois. Et après, septembre, on repartira sur janvier. Alors pour les TAI, TSSR, on a des sessions en janvier, avril, juillet, septembre. Voilà, on en a 4 par mois, si je me dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça. Je me trompe pas. Oui, oui, vous pouvez vous positionner sur juillet ou septembre. Oui, ça, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous voulez commencer. Effectivement. Et puis, il vous faut aussi, bien sûr, le financement. Oui, Sébastien V, dernière question. Oui. Ah, non, c'était celle d'avant qui était votre dernière question Ah non. Alors, que se passe-t-il si on est en fin de droit pendant la formation? Alors ça, c'est du financement. Quand vous êtes en formation, si vous êtes sur Pôle emploi, à partir du moment où vous êtes en formation, ils continueront à vous rémunérer tant que vous êtes en formation. À partir du moment où vous êtes rentré en formation. Voilà. Même si vous avez une fin de droit au milieu, par contre, à la fin de votre formation, les fins de droit s'appliqueront. Mais tant que vous êtes en formation, ça suspend un peu vos droits, puisque vous êtes payé par des droits de formation, si c'est à Pôle emploi que vous êtes. Mais ça, je vous invite plutôt à poser ce genre de questions sur tout ce qui est financement auprès à Keshne. Donc là, c'est sur les 5 mois. Hein. Toute la formation, c'est sur les 5 mois. Fin de droit et août, par exemple, vous serez payé jusqu'à l'examen. Simplement. Si les textes n'ont pas changé, je préfère ne pas trop m'avancer, je ne suis pas Pôle emploi non plus, et c'est plus Keshne qui sera plus à même de vous répondre. Mais normalement, c'était comme ça il y a encore pas longtemps. Mais comme ça évolue des fois, je préfère ne pas dire de bêtises sur le financement. C'est pour ça que je laisse la main à Keshne, qui vous répondra par téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, il va falloir de toute façon qu'on clôture. Alors, les dispos téléphoniques, sur les horaires de journée, vous pouvez tous les jours appeler euh, Keshne par téléphone. Elle est là, vous répondra. Si elle sera peut-être occupée au téléphone, donc n'hésitez pas à laisser un message, elle vous rappellera sans problème. Donc du lundi au vendredi, sur le numéro de téléphone, elle est joignable. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, et puis de toute façon il va falloir qu'on clôture aussi. Ça commence à faire long, on est déjà à 1h30 pour vous, ça peut être long de m'entendre parler, enfin de nous entendre parler. Donc est-ce qu'il y a des dernières questions ou pas? Non, c'est bon. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'être venu à cette réunion d'information. J'espère qu'on vous a répondu à toutes vos interrogations et questions. N'hésitez pas, la prochaine session, c'est le 1er juillet. Il faut vite s'inscrire si vous voulez vraiment participer au mois de juillet. Et donc de vous rapprocher pour avoir
tout le dossier complet et démarrer début juillet. Donc on vous attend nombreux, hein, bien sûr. Et du coup, je vais clôturer cette réunion d'information en vous souhaitant une bonne journée et un bon week-end, puisqu'on est vendredi, et en espérant vous revoir au mois de juillet, ou septembre pour certains. Bonne journée, bon week-end. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci infiniment.